Ça andi a anda a andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda a anda a andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de En Trajecto Podcast. Je suis Thierry Diallo. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial. Mamadou Sunusi Diallo est docteur en socio-anthropologie et enseignant-chercheur à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia en Guinée. Début février, il était à Grenoble en France pour un colloque international sur Trump et les frontières. Il a parlé d'un sujet important, stratégie d'adaptation et parcours migratoire des Guinéens face au durcissement des contrôles frontaliers américains sous Donald Trump. Depuis que Trump est revenu au pouvoir en janvier 2025, l'immigration est devenue encore plus difficile. Alors, que font les migrants guinéens? Comment changent-ils leurs plans? Quelles nouvelles routes prennent-ils? Aujourd'hui, nous allons parler de tout cela avec Dr Diallo. Dr Diallo, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue. Alors, docteur, on se connaît grâce à Dr Banobari, une connaissance en commun. Et je l'ai déjà reçu ici et je le salue au passage. C'est lui qui a fait le lien entre nous. Merci beaucoup à lui. Vous êtes aussi enseignant-chercheur comme lui. Pour ceux qui ne vous connaissent pas aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci, Monsieur Diallo, et merci à tous ceux et à toutes celles qui vous écoutent. Merci au professeur Bano, qui est un de nos maîtres et qui a facilité ce contact entre vous et moi. Et je salue aussi ce travail gigantesque que vous êtes en train de faire pour permettre à l'opinion de comprendre des sujets d'une grande importance pour nous et pour tout le monde. Et comme vous le demandez, moi je suis, comme vous l'avez dit dans votre introduction, Mamadou Sunusi Diallo, titulaire d'un doctorat en socio-anthropologie de développement spécialisé en migration. Et j'ai fait ma thèse à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Mais bien avant, j'ai fait l'essentiel de mes études en Guinée, entre mon village de Gomé et la préfecture de Kanka, où j'ai fait le lycée, l'université. J'ai commencé à enseigner avant de continuer à Zérékoré à l'ouverture de la forêt, de la fac de lettres et sciences humaines. Je suis allé vice-d'un chargé de la recherche de là. J'ai fait la thèse à Abidjan. Quand je suis revenu, la fac a été fermée suite à des réformes voulues par les autorités de l'époque. Entre-temps, j'ai candidaté à un poste à l'Autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la recherche et la formation en Accra Guinée, où j'ai été recruté chef de département recherche et centre de documentation. Et en même temps, j'ai fait ma mutation à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, où j'enseigne des cours de licence et de master et j'encadre les étudiants surtout de master dans les travaux dans deux essentiels ou trois masters de l'université. Okay. Et l'ancien master qui n'existe plus maintenant, qu'on appelle ETS, Espace Temps Société, où j'encadre la section sociologie. Et le MASDEL, où j'encadre encore la section socio-anthropologie, et dans le master de psychologie, où je dispense les cours de méthodologie. Et je veux dire aussi à l'ANAC que je pilote tout ce qui est évaluation auprès de mes collègues de l'ANAC, évaluation des enseignements, évaluation des programmes de formation pour leur accréditation et évaluation des établissements d'enseignement, de recherche pour leur habilitation. Par ailleurs, je suis président d'une ONG qu'on appelle, une organisation guinéenne qu'on appelle Windendjangi Adlam. C'est une organisation qui fait la promotion
des langues maternelles à travers des écritures authentiques qu'on appelle Adlam. Et plus loin, j'ai fait des recherches à la fois appliquées et fondamentales. Et les recherches appliquées fondamentales que je mène m'ont permis d'être, il y a 3 ans maintenant, maître assistant de CAMES, et j'aspire à être maître de conférence sous la bénédiction de mes parents et de mes maîtres. Donc, je fais aujourd'hui des recherches sur la migration, sur le genre et les maladies émergentes dans les zones tropicales. Et OK. comme je le disais tantôt, j'ai fait aussi assez d'études dans le cadre de mes recherches développement ou mes recherches actions. Je suis présentement, comme vous l'avez dit, à Grenoble dans le cadre d'un colloque international sur Trump et les frontières. Mmh. Et quel bilan un an après son retour à la Maison Blanche. Et vous l'avez dit, moi je travaille sur les stratégies d'adaptation des migrants guinéens face au durcissement du contrôle frontalier américain sous Donald Trump. Oui. Voilà un peu et ce que je peux dire de moi. C'est difficile de parler de soi, mais Vous voilà ce que je peux modestement dire. C'est super, vous avez un excellent parcours, il est très riche et avant de continuer, voilà, on va se permettre en fait de se tutoyer, je pense que ça va être, beaucoup Je vous plus en prie. facile. En tout cas, moi, je suis très content de vous avoir là et je vois un peu votre parcours, j'ai essayé de faire quelques recherches aussi, sur vous et sur votre parcours. J'avoue qu'il est très impressionnant et donc je voulais qu'on revienne un peu, sur le parcours avant de parler de toutes ces questions sur lesquelles vous travaillez, notamment sur, les questions migratoires et est-ce que vous pouvez revenir un peu sur qui tu étais? Enfin, je suis en train encore de vous vous voyez alors qu'on se Allez-y. comment tu as débuté, tu as démarré tout, quand tu étais jeune? Est-ce que tu te voyais déjà en tant que chercheur, tout jeune ou, voilà, c'est quelque chose qui s'est imposé, progressivement, dans le parcours? Très bien, une belle question. J'ose dire que la posture d'enseignant et de recherche, je me suis vu ça dans cette posture-là très jeune, très jeune. Comme vous le savez, en Afrique et principalement en Guinée, dans les sociétés musulmanes, vous apprenez le Coran avant de continuer. Donc, j'étais à l'école coranique de mon grand-père où j'apprenais le Coran et puis il m'amenait à fouiller dans les livres, à lire et à être le maître de tous ceux ou de toutes celles que je dépasse déjà. Donc, j'ai aimé la lecture, j'ai aimé les recherches auprès de mon grand-père, puis à l'école, et puis voilà, dans les bibliothèques. À l'époque, il n'y avait pas de bibliothèque Oui, dans les villages. Mais arrivé au collège dans mon village à Dogomé, la coopération française avait créé une mini-bibliothèque où je m'y mettais à lire. Et voilà. Donc, mais quand j'ai continué à Cancan pour faire le lycée, il y avait la bibliothèque de l'Alliance française et la bibliothèque préfectorale qui m'ont beaucoup plu en termes de lecture d'abord. Parce que pour moi, le chercheur, c'est oui, celui qui a beaucoup lu d'abord. Vous ne pouvez exactement. jamais être un bon chercheur si vous n'avez pas assez et bien lu. Il faut lire et faire une lecture critique. Donc, j'ai aimé beaucoup les découvertes, les voyages, les discussions, les échanges, écouter les aînés sur des sujets que moi, je ne comprends pas encore. Donc, à l'université, pour être bref, arrivé à l'université, déjà, et la sociologie ne s'était pas encore totalement débarrassée des autres filières. C'était le premier cycle sciences sociales. Eh bien, on a fait le premier cycle sciences sociales, mais là, et les gens venaient pour des petites enquêtes d'opinion ou bien de marketing de produits sur le marché local. Et puis voilà, et comme j'étais encore un peu tout influent à l'université auprès des amis, Oui, on nous prenait pour faire des enquêtes d'opinion, des enquêtes de produits de consommation locale sur le marché des cancans. Et là, et quand le projet Faisons Ensemble est arrivé, je dis encore merci à un grand frère qui est au ministère des Affaires étrangères guinéen de l'étranger aujourd'hui, Saïti Oubari, qui est le directeur général d'ailleurs des Guinéens établis à l'étranger, qui nous a cooptés pour nous faire des stagiaires et des projets Faisons Ensemble. On a appris encore à faire la recherche-développement là.
auprès de nos maîtres. Je vais parler ici à le professeur Bano, le professeur Djoubate qui est à l'université de Cancan, qui nous amenait parfois à faire des trucs, des recherches sur le terrain pour eux, en collaboration avec eux ou avec d'autres chercheurs, et qui nous amenait à faire des enquêtes. Là, on a eu le goût, j'ai eu le goût très tôt. Et puis, voilà, dès que j'ai terminé la maîtrise, je me suis dit, il faut faire de la recherche alors. J'ai fait mon mémoire de maîtrise, ça m'a donné un premier goût de la recherche. Quand j'ai terminé la maîtrise, j'ai soutenu le mémoire et puis j'ai commencé encore à accompagner mes maîtres, à assister mes maîtres en classe. De là, je me suis dit, il faut faire un master, le premier master de sciences sociales, master pluridisciplinaire en sciences sociales à l'université de Kanka a été ouvert et je me suis inscrit dans la première promotion et j'ai été parmi les premiers à soutenir euh, son mémoire, son master. Et là, on est Alors, en de quelle là, année pour ça ce master? c'était déjà en 2010. C'était D'accord. en 2010, j'ai fait ce master-là. Quand j'ai commencé déjà, j'ai fait une recherche en maîtrise, j'ai fait une recherche en master. Je me suis dit, ah là, ce n'est plus la peine d'arrêter. J'ai continué, j'ai gagné des petits contrats de recherche, d'enquête, d'enquête dans le cadre des projets de développement. Et je me suis inscrit en thèse et j'ai commencé à faire des recherches. Et depuis 2017, j'ai participé à des grands événements de recherche. Le premier grand événement, c'est d'ailleurs ici en France où je suis venu à l'université Cergy-Pontoise OK. et le professeur Marie-Pierre Arizabalaga avait organisé un colloque international, et d'ailleurs qui demandait à faire un croisement des chercheurs du Sud et du Nord. Et moi, j'ai eu la chance d'être le seul chercheur du Sud qui était venu avec un projet aussi de recherche sur la migration des femmes guinéennes vers les États-Unis, le vieillissement, le retour et la réintégration. Que ce projet, nous avons travaillé, on a fait le colloque et puis on a écrit un ouvrage collectif qui est disponible sur Internet qu'on appelle, qui est publié sur Reuters, c'est publié en anglais. Depuis lors, j'ai continué à faire des recherches et puis publier en Côte d'Ivoire. J'ai publié sur l'insertion socio-professionnelle des Guinéens en Côte d'Ivoire. J'ai continué à faire des recherches en Guinée et au-delà de la Guinée, dans des pays comme le Mali, comme le Sénégal, comme la Gambie, où j'ai séjourné pour faire des recherches à mes propres frais, hein, sans aucun soutien Ouais. de qui que ce soit. Voilà, et quand je reviens à partir de 2015, je crois 2015-2016, on a créé la faculté de lettres et sciences humaines à l'université de Zérékoré et peut-être comme dès le 16, j'étais dans la recherche, on m'a nommé vice-doyen chargé de la recherche et à l'université de Zérékoré, à la faculté de lettres, j'ai conduit cette fonction-là. Et puis voilà, j'ai continué et juste maintenant, et voilà, je suis dans la recherche. Donc, c'est un long Oui, il est parcours qui a trop. été Ouais, cultivé d'abord par la lecture et par ouais, l'inspiration de ce que faisaient mes maîtres déjà. Et ouais. mes maîtres, je nomme ici le professeur Bano et le professeur Dubaté. Donc, un parcours riche. Tout a commencé avec le grand-père. On salue sa mémoire. Et je sais que voilà, c'est la source en fait tout Ah démarre oui, c'est la très source. Ouais. très Il m'a ouais, quitté quand très peu. je faisais l'entrée en septième, un mois de mai 1994. Il m'a toujours inspiré. Il m'a dit, faut étudier, faut étudier. Il n'était pas allé à l'école, mais il aimait savoir ce que j'ai appris à l'école chaque jour. OK, voilà, super intéressant. Alors avant de parler, voilà, je te demanderais justement de revenir un peu sur l'expérience, du colloque auquel tu as participé à Grenoble. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous définir, ce que c'est vraiment, la migration ou, le terme migrant? Eh bien, le terme migrant ou de migration, c'est un terme polysémique difficile à définir parce que il est à la fois un fait social pour nous les sociologues, mais aussi un fait hautement politique. Mmh, Hautement politique quand on sait que il est conçu de manière différente par les différents acteurs. Si je prends en tant que chercheur, moi je dis que la migration est un fait social très ancien, très ancien parce que il incarne le concept incarne le déplacement. oui, Et ce déplacement peut être interne, et tout comme il peut être externe. C'est-à-dire qu'il y a la migration interne et la migration externe. Donc, la migration dans le contexte actuel, c'est tout déplacement humain.
d'un point A à un point B de la Terre. Et ce déplacement peut être soit à l'intérieur du pays de naissance du pays de naissance ou à l'extérieur du pays de naissance. Et ce déplacement peut être conditionné par plusieurs facteurs. Il peut être conditionné par des facteurs économiques, par des facteurs politiques, par des facteurs culturels, par des facteurs socioculturels et par des facteurs environnementaux. Donc, c'est tout déplacement humain lié à l'un de ces facteurs que je viens de décrire. Donc, ça, c'est quand je prends dans la posture du chercheur ou du sociologue. Mais si vous prenez aujourd'hui sur le plan politique, le phénomène est en train de prendre un enjeu très important dans la géopolitique et dans les relations politiques entre les États. Puisque quand vous parcourez la littérature et quand vous écoutez les opinions, vous sentez que les migrants sont en train, ou la migration est en train de reconfigurer les sociétés et de reconfigurer les relations entre le nord et le sud, puisque le nord est devenu beaucoup plus attractif pour les jeunes africains notamment, ou ceux du sud de manière générale, qui viennent au nord et qui pensent que les conditions de vie, de travail et de protection sociale dans les pays du nord sont plus favorables attractives que celles du Sud et que la vie est au nord par rapport au Sud. Voilà un peu quand vous prenez sur le plan politique Ouais. comment est-ce qu'on pourrait analyser la migration. Mais c'est tout déplacement humain d'un Mmh. point à un autre, d'un point à un autre de la Terre. Elle peut être interne comme elle peut être externe. Et le migrant, aujourd'hui, est vu sur des angles importants. Le premier, le migrant le plus formé, le bien formé, le plus utile est la bienvenue. Cependant, Mmh. celui qui vient avec le moindre capital devient persona non grata, devient un surplus, devient un fardeau, devient encore un obstacle. Et c'est celui-ci qui constitue la problématique aujourd'hui de la migration. Parce qu'on ne parle pas du tout de la fuite de cerveau ou de Ouais. la main-d'œuvre. Lorsque le migrant vient avec du potentiel, c'est lorsque le migrant vient avec des gens sans aucune qualification ou Mmh. sans aucune forme de diplomation des compétences qu'il devient problématique. OK. Bah, super intéressant, parce que c'est une question à laquelle, beaucoup essayent en tout cas d'avoir des réponses, mais c'est bien d'avoir, voilà, ce regard de sociologue aussi, parce que j'ai reçu aussi des sociologues qui ont justement essayé de définir, à leur manière en fait, ces termes et qui sont un peu ambivalents. Moi, je suis juriste en fait, on a du mal parfois à définir ce terme juridiquement, c'est-à-dire le Oui, terme, oui, migrant et qui, d'une certaine manière ou, d'une certaine en tout cas manière, on peut dire qu'il n'existe pas juridiquement. On parle plutôt de statut. Donc, et c'est super intéressant en tout cas de revenir sur les facteurs qui nous permettent de se définir, de façon plus large et de façon sociologique aussi. Comme on le disait, vous êtes actuellement en France et vous avez récemment participé au colloque international sur, voilà, Trump et les frontières. Et pourquoi avez-vous, je ne sais pas pourquoi voilà, est-ce que tu peux me parler de cette expérience que tu as eue au colloque et pourquoi, tu as choisi spécifiquement les États-Unis pour parler de la migration? très bien. Je crois que une très bonne question, une très belle question. J'ai eu une très belle et riche expérience du colloque de Grenoble sur Trump et les frontières. J'ai rencontré de grandes sommités, j'ai rencontré des gens qui faisaient des recherches très importantes sur des aspects que moi, je n'avais pas encore abordés. Cependant, moi-même, ma communication et ma participation a été vraiment saluée. C'est une des rares fois dans des amphithéâtres que vous connaissez en Europe qui sont vraiment qui remplis de Oui. monde et des étudiants venant de partout, de l'Afrique, de l'Asie, et de l'Europe, ces amphis pleins. Mais ce qui a été très intéressant,
Quand j'ai exposé mes résultats de recherche, c'est du fait que, comme ils l'ont dit, c'est le fait de mettre l'humain dans le travail. Ouais. Moi, je suis pas resté à faire des constats livresques, allier non seulement la recherche documentaire, mais encore interroger les acteurs centraux de la problématique migratoire, qui sont les migrants, les parents des migrants, les acteurs institutionnels, les acteurs diplomatiques. Donc, j'ai croisé ces informations. Donc, et ça a été salué par le comité scientifique du colloque qui dit que ça, c'était une façon originale d'aborder un sujet factuel. Et même des collègues qui viennent, par exemple, de l'Université de Montréal, on en a échangé, qui ont une riche expérience, qui travaillaient sur déjà les questions des frontières, eh bien, le durcissement des frontières, le contournement des frontières, l'ethnicité, ou en tout cas, le fait de prendre les gens par leur peau pour faire la différence qui doit rentrer, qui ne doit pas rentrer. Et c'est le fait que, par exemple, des subsahariens comme ceux venant de l'Afrique sont physiquement distinguables des autres. Il y en a eu d'autres qui ont travaillé sur le plan linguistique. Comment est-ce que la langue, la maîtrise de la langue anglaise devient un facteur d'intégration ou un facteur permettant d'utiliser les mers pour traverser la frontière. Donc, c'est des aspects que moi, je ne traitais pas et qui ont été pour moi une innovation et qui peuvent m'intéresser. Et cependant, moi, pourquoi j'ai choisi les États-Unis? Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Vous savez, il y a un moment, la migration des subsahariens, des Africains, plus particulièrement des Guinéens, était essentiellement orientée vers l'Europe, notamment la France. Ouais. Mais de ce côté aussi, nous constatons un durcissement des politiques migratoires et voilà, la difficulté d'intégration et tout ce tarmada de problèmes a, à un moment donné, été stoppé et pris la forme de migration irrégulière où la Méditerranée ou l'Atlantique est devenu un cimetière des Africains au Sahara. Je me suis dit à un moment d'ailleurs de la pirogue atlantique, de la pirogue négrière, on est Oui. revenu à la pirogue de migration clandestine. L'Atlantique, le cimetière des Africains au sud du Sahara d'hier à aujourd'hui. Là, je me suis confronté, je pensais à ces problématiques-là et je vis combien de fois les jeunes Africains mouraient Ouais. dans le désert ou bien dans les eaux méditerranéennes. Alors, et après après la pandémie de Covid-19, la route Conakry, Istanbul, Honduras, Nicaragua, Mm. Mexique Mm. a été sollicitée par les Guinéens. Tout le monde. Tu vois un jeune aujourd'hui dans le quartier, demain tu demandes, tu ne le vois pas 2 jours, on te dit il est parti à Nicaragua et puis il est rentré aux États-Unis. J'ai percé, j'ai cherché, j'ai cherché. Et là, vous pouvez voir sur le net, à travers le Lynx, j'ai publié 2 tribunes très importantes, des articles de presse où j'ai parlé sur le mirage américain. Comment est-ce que des jeunes Guinéens, jeunes femmes et jeunes hommes ont investi la route migratoire guinéenne, conséquence du durcissement de traversée vers l'Europe. Ça, l'Europe, les politiques migratoires européennes ont été durcies et puis elles ont créé une nouvelle voie, une nouvelle route migratoire, celle de Nicaragua pour les États-Unis. Et les Guinéens, et comme beaucoup d'autres subsahariens ou asiatiques, ont fait des vagues d'entrée aux États-Unis. Ils sont rentrés par des vagues successives. J'ai beaucoup de mes étudiants qui ont abandonné la licence, beaucoup de mes Oui. voisins qui sont partis, qui faisaient du commerce à Conakry ou à l'intérieur du pays, qui sont partis ou qui ont envoyé un de leurs. Bon, je me suis dit pourquoi? Hier, c'était l'Europe. Aujourd'hui, Oui. ce sont les États-Unis. Percé, finalement, il y a eu beaucoup de réponses. Les premières réponses, on peut les classer d'ailleurs en 3 catégories. D'aucuns ont dit non, la pandémie a fait assez de morts aux États-Unis et la population est vieillissante. Amérique, les 2 camps, les 2 blocs politiques américains, pour la première fois, se sont entendus accepter les Africains et les Asiatiques, les subsahariens et les Asiatiques entrer aux États-Unis. Pour moi et pour ces enquêtés, c'était une façon de renouvellement de la population américaine qui était vieillissante et qui a été fortement frappée par la pandémie du Covid-19. Et quand tout cela est passé, vous savez, Trump était venu pour son premier mandat. Il avait une politique migratoire
Et là, il revient encore, il enfonce le clou des politiques migratoires. Et comme ce colloque-là parlait de lui et parlait de sa politique migratoire et de sa politique des frontières, j'ai essayé de formuler cette problématique et qui a été acceptée, qui est intitulée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Stratégie d'adaptation des migrants guinéens face au durcissement des contrôles frontaliers américains sous Donald Trump. J'ai constaté que ceux qui sont partis ont été aussi de beaucoup pour le départ des autres. Parce que vous imaginez, quelqu'un a pris, a fait une dette, a contracté une dette pour aller aux États-Unis. Ouais. Au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il a payé la dette qui s'élevait peut-être à 50 millions francs guinéens, qui peut avoisiner les 5 000 $. Et ça encourage encore des jeunes à aller, ça encourage d'autres à aller. Mais qu'est-ce qui m'a aussi intéressé? On parle de migrants de retour venant de l'Europe, venant d'ailleurs, mais on ne parle jamais de migrants de retour venant des États-Unis. Pour moi, il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche et qu'il faut chercher d'abord à travers quelle stratégie est utilisée pour contourner ou contrôler le durcissement des frontières ou s'adapter au durcissement des frontières sous Donald Trump. Donc, les États-Unis ont été vus à cette époque-là, entre 2022, 2023, 2024, comme une solution à l'alternative de la question de politique migratoire européenne. Une façon de dire, alors, comme l'Europe a durci les politiques d'entrée, alors, en Amérique, il faut aller, aux États-Unis, il faut aller. Et là, Trump est venu. Quelle autre stratégie est utilisée aujourd'hui? C'est cela que j'ai cherché à dire ici durant le colloque de Grenoble. Ok. Bah, super intéressant. Et je voulais d'ailleurs en fait que tu reviennes un peu sur les raisons qui poussent vraiment, qui ont poussé récemment et les Guinéens, certains Guinéens à s'intéresser aux États-Unis, à partir aux États-Unis. C'est une question que j'ai abordée aussi dans mon livre, mais bon, moi, je traitais particulièrement voilà, les principales raisons qui poussent les Guinéens ou certains jeunes à quitter la Guinée pour l'Europe. Donc, j'ai abordé un certain nombre de problématiques que nous connaissons tous en Guinée. Il y a des facteurs politiques, les facteurs économiques qui entrent en jeu, les facteurs voilà, sociaux aussi, parce qu'on parle de la famille, l'implication familiale et aussi les membres de la diaspora aussi qui d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre en tout cas, attirent ou contribuent justement à pousser certains jeunes justement à envisager la migration vers l'Europe. Tu en as parlé un peu. Avant, c'était l'Europe qui faisait rêver l'Afrique subsaharienne, enfin en général, hein, surtout les Guinéens parce qu'on est francophone. Et l'Europe est beaucoup plus accessible que l'Amérique qui est très éloignée. Et d'ailleurs, je vais enchaîner plusieurs questions. Qu'est-ce que tu penses des théories du complot qui estiment que l'élite, je vais dire l'élite occidentale ou le système capitaliste occidental encouragerait délibérément la migration massive pour faire face au vieillissement entre guillemets de la population occidentale. Parce que enfin, avec un peu plus de recul, j'ai écouté pas mal de chercheurs aussi qui parlent de cette question. Et selon certains chercheurs, les migrants seraient incités à venir travailler pour financer, entre guillemets, les retraites des citoyens occidentaux. Je disais, voilà, la population est vieillissante dans plusieurs pays occidentaux. Moi, je pense vraiment qu'il y a quand même des politiques démographiques ou des politiques économiques derrière tout ça, en fait. Au niveau de certains pays occidentaux. Je pense à l'Europe, je pense aux États-Unis. Et donc, est-ce que tu penses que ces politiques démographiques et économiques de migration sont conçues pour répondre aux besoins en main-d'œuvre? Tu le disais, hein, à main-d'œuvre ou assurer le développement ou le bien-être, tout simplement. Hein, je vais dire en fait le confort des citoyens occidentaux. Euh, euh, j'ai écouté François Héran, enfin un sociologue que tu connais certainement, en fait, un Français qui parle beaucoup en fait de ces questions de migration, qui disait qu'enfin,
d'après les enquêtes qu'il a fait, et il avait, je crois, interrogé un citoyen européen qui lui disait que selon lui, en fait, les migrants travaillent pour payer sa retraite aujourd'hui. Donc, je te pose plusieurs questions à la fois, mais comment est-ce que tu vois tout ça avec un peu plus de recul, avec ton expérience sur le terrain? Très bien, beaucoup de questions à la fois. On va Ouais. tenter à répondre à ces questions. Je tentais Comme parce que nous c'est un l'avions sociologue qui est en face, et un expert. comme nous l'avions dit, auparavant, les déterminants de la migration sont bien connus. Sont bien connus. Mais il y a aujourd'hui, il y a un déterminant parmi ces flots de déterminants, moi, que je carte. On nous parle aujourd'hui de manque de perspective, du chômage, de la pauvreté, de la précarité dans les pays de départ. On parle de cela. Mais lorsque vous voyez les montants qui ont été débloqués par les uns et les autres pour arriver aux États-Unis, vous allez dire non, ce n'est pas la peine. Ouais. Il y a quelqu'un qui a débloqué jusqu'à 35 000 dollars pour arriver aux États-Unis. Vous avez 35 000 dollars en Guinée avec une bonne politique de gestion et une bonne politique d'accompagnement du pouvoir central. Je crois qu'au bout de 6 mois, au bout d'un an, vous serez à 100 000 dollars. Ouais. Mais ça, c'est mon point de vue. Et toutes les fois que je mène un sujet de recherche sur la migration, c'est qu'on me dit, il y a l'aspect économique, donc la pauvreté. Et il y a le manque de perspectives d'emploi pour une population essentiellement jeune. Quand vous prenez chez nous, entre 60 et 70% de la population a moins de 25 ans. Donc, c'est une population très jeune, très vivace, qui doit travailler. Et que les politiques publiques de nos pays africains notamment, et de la Guinée en particulier, ne sont pas favorables à une jeunesse qui doit contribuer à ce développement, au développement du pays. Quand on vous dit le directeur général de la jeunesse, ou de la direction générale de la jeunesse, vous trouverez qu'il a 60 ans, il a 50 ans. Oui. Comment vous voulez que quelqu'un qui a 60 ans parle des problèmes de quelqu'un qui a 18 ans? Ce n'est pas possible. Et que la mauvaise gouvernance, le clientélisme, le favoritisme dans la distribution des ressources locales, dans la distribution des postes, dans la distribution des emplois, que ce soit des emplois de la fonction publique, des emplois des secteurs parapublics et publics, la distribution de ces emplois dépend uniquement de la fidélité des jeunes à un parti politique ou à un leader politique. Et Totalement. souvent, cela constitue une source de frustration pour ceux qui ne gagnent pas. Une source de frustration qui disent que, alors, et lui, il a eu avec ça, et moi, je n'ai pas ça pour avoir, il faudrait que je bouge, et l'autre a bougé, il a gagné. Donc, le pouvoir, la gestion politique du pays, aujourd'hui, est l'un des plus grands déterminants que la pauvreté ou la situation économique, parce que les gens arrivent à débourser 300, 3500, 4000, 10 000, 15 000, jusqu'à 35 000 dollars ou euros pour voyager. Ça veut dire que il y a des ressources. Quelqu'un m'a confié, écoutez, j'ai fini l'université, j'ai conduit taxi-moto, puis j'ai pu avoir 2 taxi-motos, 3 taxi-motos, et puis j'ai créé ma petite entreprise. Un bon matin, il y a eu un mouvement, les forces de l'ordre sont venues et saccager sur moi, détruire tout et m'accuser de tout. Donc, il a mis en avant la violence de l'État sur les citoyens, la destruction des biens publics par la force publique elle-même, ce qui fait que les jeunes n'ont plus la volonté, le courage d'y rester. Donc, Ouais. cette mauvaise répartition des ressources, des postes et des emplois est aujourd'hui plus important dans les déterminants migratoires que la pauvreté elle-même. Parce que chez nous, on ne parle pas, par exemple en Guinée, on ne parle pas de problèmes climatiques, il n'y a pas de sécheresse qui entraîne le départ, il n'y a pas d'inondation qui entraîne le départ, mais toutes les causes qui font que les uns et les autres migrent sont politiques, sont essentiellement politiques, essentiellement politiques. Il y a rare fois aujourd'hui qu'on peut vérifier l'évidence des conditions sociales ou des conditions culturelles comme la pression sociale ou la pression familiale sur le départ. Ça, j'ai trouvé que
tant que nous pensons qu'il faut donner l'emploi à une partie de la population au détriment d'une autre partie de la population, ou faire de l'octroi de l'emploi comme un appât pour attirer un électorat ou pour attirer des fidèles ou pour attirer des gens qui peuvent faire votre propagande, votre bouclier humain, je crois que le pays n'est pas prêt à retenir sa jeunesse, sa population pour qu'elle travaille pour le développement du pays. Lorsque nous prenons l'ouverture, comme moi j'ai vu aux États-Unis, et j'ai interrogé les jeunes Guinéens qui sont allés. Bien, lorsque vous êtes rentrés, vous qui ne parlez pas français, quelles sont les difficultés que vous avez eues? Vous qui parlez bien anglais, quelles sont les difficultés que vous avez eues? Vous, séparément, quels sont les emplois que vous avez occupés? Celui qui parlait par exemple anglais a été beaucoup plus rapidement coopté pour un travail beaucoup plus collant à son profit et il travaille par Ouais. rapport à celui qui n'a pas ce capital culturel. Et OK. il me dit, effectivement, c'est nous qui travaillons. Ici, comme ils aiment le dire, nous qui venons de l'Afrique, et d'ailleurs, nous les migrants, nous n'avons pas de repos, nous travaillons dur, nous cravachons dur pour que nous payions les impôts, les taxes pour non seulement les jeunes enfants des pays occidentaux qui ne peuvent Mmh. pas travailler, et des vieilles personnes qui sont encore qui sont devenues improductifs pour lesquels nous devons payer les retraites. Donc, l'ouverture des frontières, les vagues d'entrée aux États-Unis principalement, mais aussi en Europe. En Ouais. Europe, dans les politiques migratoires, je suis entièrement d'accord avec ce sociologue que j'écoute et que j'ai lu, que c'est politique occidentale, politique économique. La théorie de Malthus a été appliquée, le vieillissement de la population est plus vieillissante et les enfants, au nom des politiques de protection des enfants, les enfants ne doivent pas travailler et qu'après 18 ans, ils doivent commencer à travailler et il faut amener la main-d'œuvre qui doit travailler et payer les impôts, payer les taxes. Et d'ailleurs, vous savez, Mmh. quand vous prenez aux États-Unis, euh, l'une des causes qui fait qu'aujourd'hui, Donald Trump a dit qu'il faut entre 5 000 et 15 000 dollars comme caution pour entrer aux États-Unis, c'est de fait, selon lui, que les subsahariens sont les plus grands demandeurs d'assistance sociale. Cependant, il a oublié que l'économie est tenue L'économie par, souterraine, ouais. et voilà. Donc, c'est cette économie est aujourd'hui rendue vivace, elle est soutenue, elle est entretenue par le travail des migrants. Et vous voyez, Absolument. en Europe, les migrants, c'est eux qui travaillent très dur, très dur, très dur pour payer les impôts, payer les taxes, payer tout, payer la retraite et payer même l'éducation des enfants qui ne travaillent pas encore, qui sont fruits de ces politiques populationnistes, politiques démographiques et politiques économiques. Donc, pour moi, je crois qu'en off, on pourra en parler parce que Ouais, je bien suis sûr. en train de voir la fuite de cerveau comme une récupération d'un capital. Je suis en train de voir l'Europe est devenue un centre qui draine les ressources les plus compétentes du continent africain. Et regardez, dès lors que tu as une certaine moyenne au bac, dès Mmh. lors que tu as un certain talent, et on a mis des passerelles pour que tu quittes ton continent, ton pays, ton continent, tu viens contribuer au développement de leur pays. C'est-à-dire, je m'explique, Ouais. quand vous prenez, par exemple, Campus France, quand vous prenez Parcoursup, quand vous prenez euh, la politique migratoire en Angleterre, en Allemagne, qui ont ouvert leurs portes pour l'entrée des jeunes gens, dès que vous venez, on vous offre. Le cas de la France, je prends juste le cas de la France, vous avez fait un bon résultat dans un laboratoire, on vous donne le passeport talent. Le Oui, passeport talent, c'est ouais, pour vous maintenir ici, enseigner, tout à faire fait. des recherches et entretenir l'économie européenne, l'économie française. Donc pour moi, il y a une fuite de cerveau. Il y a une fuite de cerveau et c'est ce jeune étudiant qui bénéficie du passeport talent, ça veut dire qu'il ne peut plus retourner. Ça veut Ouais, dire que tous les meilleurs esprits, toutes les meilleures têtes de notre société ne sont pas faites pour notre société, mais c'est pour venir servir d'autres sociétés et les sociétés occidentales. C'est pourquoi on vous dit, vous êtes meilleurs. On a mis Parcours Pro pour attirer les meilleurs étudiants africains. On a mis Campus France
pour attirer les meilleurs étudiants guinéens et africains. On a mis le visa Air pour attirer les migrants, les jeunes migrants africains. Donc, pour moi, c'est politique. C'est une façon d'ouvrir les portes. Venez travailler pour contribuer non seulement à la construction de l'économie occidentale, mais aussi aider à financer la retraite des personnes qui sont majoritairement, d'une population majoritairement vieillissante, mais aussi l'éducation d'une jeunesse encore minoritaire qui ne peut pas travailler, la jeunesse occidentale ou bien les Ouais. enfants des pays occidentaux. Voilà l'explication que moi je donne souvent et je suis en train de piocher cette étude-là, voir et combien un Campus France a amené qui ne sont pas rentrés, combien Parcoursup a amené en France et qui n'est pas rentré en Guinée et qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors Ouais. que je vous dis aujourd'hui, par exemple, la Guinée est en train internationaliser le recrutement des enseignants-chercheurs parce que là aussi, il y a eu un vieillissement du corps et puis il n'y a pas eu renouvellement. Tout simplement, ceux qui sont venus étudier ne sont pas répartis. Pourquoi ils ne sont pas répartis? C'est une Ouais. autre question que je suis en train de chercher, que nous aurons la chance de débattre dans un autre débat parce que ça, je suis en train vraiment de voir au fond et travailler avec ceux qui sont venus et qui ne sont pas rentrés et pourquoi ils ne sont pas rentrés. Qu'est-ce qu'on leur offre ici qui ne fait qu'ils ne rentrent pas au pays? Et qu'est-ce que le pays ne leur offre pas pour qu'ils ne retournent pas au pays et contribuent au développement du pays? Quelle expérience ceux qui sont rentrés ont eu pour regretter leur retour? Et je me souviens encore, il y a un professeur qui disait que l'un des regrets qu'il a eu, c'est le fait de rentrer. C'est le fait de rentrer parce que il rentre, il sert le pays, c'est les fils de grand-mère qu'il a enseigné qui sont Oui. en train de le huer, de le traiter comme voleur à la suite du changement de régime. Et cela, c'est pas aussi intéressant parce que nous n'avons pas le sens du capital humain dans nos pays. Ouais. Nous pensons que le capital le plus important, c'est l'économie minière, alors que le Non. capital le plus Ouais. important, c'est la population. Et le capital le plus important au sein de cette population, c'est cette population jeune, cette population bien formée. Voilà un peu, si j'ai bien compris vos deux Oui. questions, principales questions, il y en a d'autres, vous pouvez me les rappeler si je me suis trompé. Ouais, franchement, je Voilà, suis, et un peu ce mmh, qu'on peut donner. Et aujourd'hui, nous avons intérêt à travailler. Nous avons intérêt à absolument. travailler, sinon, ce qui a frappé en l'Europe, ce vieillissement des populations Mmh. risque d'attraper nos pays africains. Parce que vous imaginez, aujourd'hui, allez-y dans nos villages, il n'y a que des vieilles personnes. Il n'y a que Absolument. des vieilles personnes. Tous les jeunes ont été attirés soit par les grandes agglomérations africaines, guinéennes, ou par les grandes zones minières, ou et ceux qui viennent là continuent le chemin, soit dans la sous-région africaine, dans les sous-régions africaines, ou continuent directement en Europe. Et la visée principale de tous ceux qui bougent aujourd'hui au village, c'est comment traverser, venir en Europe. Et ils me disent, même si tu es ramasseur de poubelles en Europe, c'est plus que quelqu'un qui travaille à la fonction publique guinéenne, parce Ouais. que on pense que travailler là à la fonction publique guinéenne, c'est perdre son temps au regard des traitements que les aînés bénéficient et ce qu'on fait encore du capital humain. Du capital humain. Aujourd'hui, la Guinée a besoin, par exemple, des enseignants-chercheurs. Il faut trouver ça dans les pays de la sous-région, on recrute à l'international. Tout Totalement. simplement parce qu'il y a une érosion de compétences. Quand le bac finit, tous les jeunes sont au centre culturel franco-guinéen en train de chercher Campus France pour quitter le pays. Ouais. Allez-y à l'ambassade de France. Vous trouverez, c'est comme si tous les chercheurs d'emploi sont là. C'est comme si c'est une bourse qui offre de l'emploi. Ouais. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire. Et c'est super intéressant de vous entendre parce que franchement, vous avez mis en lumière, plusieurs facteurs, plusieurs éléments et la problématique justement en fait du retour, m'intéresse aussi parce qu'il y a quelques semaines, il y a un magazine m'a invité à parler de mon livre. À la fin de l'entretien, il y a un internaute en fait qui a essayé de me poser la question de savoir, si on a des chiffres sur, le retour des Guinéens, tous les étudiants guinéens qui sont en Europe, en France particulièrement et honnêtement, je n'avais
pas du tout de chiffres et je me suis dit que c'est quand même super intéressant de s'intéresser à cette problématique parce qu'on a énormément de Guinéens, en fait, de jeunes étudiants qui partent du pays pour étudier en France ou ailleurs, qui finissent, mais qui ne rentrent pas. Et donc, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut, à partir en tout cas d'une enquête, voilà, j'aime pas trop les chiffres moi particulièrement, mais comment on peut quantifier ça ou qualifier ça avec une analyse empirique. Comment est-ce que l'État guinéen ou les États africains perdent en termes de, voilà, de ressources humaines. Et tu as parlé de la fuite des cerveaux. Et c'est une problématique en tout cas que rencontrent beaucoup de pays africains aujourd'hui. Et on a aussi, voilà, la main-d'œuvre, justement, ce qui m'amène justement, enfin, j'aime bien faire la différence entre la compétence de migration de compétences et la migration de survie ou de main-d'œuvre, où là, on est en train de perdre les deux, en fait, les deux catégories, en fait. Les cerveaux qui partent parce que voilà, ils trouvent pas les conditions ou l'environnement qui leur permet de s'épanouir ou de travailler ou d'étudier normalement dans leur pays. Et de l'autre côté, vous avez aussi tous ces jeunes en fait, qui n'ont pas fait d'études et qui ne sont pas allés loin en fait dans leur parcours scolaire. Oui. Et d'autres d'ailleurs qui ne sont jamais allés à l'école, qui sont entre guillemets la main d'œuvre en fait qui pourrait constituer une main d'œuvre qualifiée permettant de sortir nos pays de la misère. Et donc, toutes ces catégories, en fait, partent du pays. Et du coup, en fait, comme tu l'as dit, à l'intérieur du pays, on se retrouve avec des vieilles personnes et un problème de démographie qui va se poser dans les prochaines années. Moi, je pense que ce serait bien, voilà, d'avoir des personnes comme toi qui pourraient travailler sur ces questions, faire des enquêtes, suivre une catégorie de personnes dans le parcours. Et afin de, on ne peut pas avoir certainement en fait les réponses à tout, hein, mais voir arriver en tout cas à relever les vraies problématiques, ce qui nous permettra, si l'État ou les États africains sont intéressés justement à faire face à ces problématiques, parce que les responsabilités doivent être assumées en fait. C'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire. Les jeunes ont des responsabilités, les familles ont des responsabilités, mais l'État dans tout ça. C'est l'État normalement qui devrait faire face à tout ça, prendre ses responsabilités pour créer des conditions qui permettent euh, pas non seulement, en tout cas pas forcément, en tout cas de retenir la jeunesse, mais au moins quand on quitte son pays pour aller étudier, surtout les jeunes qui partent pour étudier, qu'on crée des conditions ou qu'on définisse des politiques qui permettent d'attirer le retour des Guinéens qui ont quand même brillé à l'extérieur. Et je pense que tu connais, tu voyages beaucoup aujourd'hui, tu travailles avec beaucoup de personnes et tu rencontres énormément de Guinéens qui brillent aujourd'hui, que ce soit en Europe ici ou aux États-Unis. Et je pense que voilà, ce serait bien de mettre à lumière tous ces parcours et de voir comment l'État pourrait faire venir, comme le fait d'ailleurs en fait l'Asie, certains pays asiatiques, c'est ce qu'ils font en fait. Justement. Et ils financent, ils accompagnent, mais ils sont aussi dans l'accompagnement au retour, ce qui leur permet de développer aujourd'hui leur pays. C'est super intéressant, comme tu l'as dit, on aura un autre temps pour parler de toutes ces questions là, parce que tu as touché un très bon point parce que oui, lorsque nous traitons de la question migratoire, on parle de retour, on parle de départ, mais si on parle de fuite de cerveau, il faut le voir dans double sens. Un bon chauffeur qui est aujourd'hui un camionneur qui peut rouler entre des pays. Si tu conduis bien, tu n'es plus un conducteur pour l'Afrique, tu vis en Europe. Un bon maçon, un bon électricien, un bon plombier. Et nous perdons assez de gens comme cela dans nos sociétés et particulièrement la Guinée. Je connais très bien des jeunes chauffeurs qui sont soit en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, des très bons maçons spécialistes en BT. Pour moi, et ce n'est pas que les intellectuels seulement qui partent. C'est pourquoi j'ai dit, il y a les intellectuels qui partent, mais il y a aussi la main d'œuvre active et qualifiée qui part et qui ne revient jamais, ou qui peut revenir que quand c'est tard pour elle de contribuer pour le développement du pays. Et c'est pourquoi nos pays doivent faire de l'économie du savoir la première économie au détriment de l'économie
de l'économie minière. Ouais. Récemment, Ouais. la Guinée, par exemple, a créé ce qu'on appelle les classes préparatoires. Les classes préparatoires pour accueillir les meilleurs bacheliers, créer les meilleures conditions. Mais j'avoue, quand ils finissent bien, on dit, bon, ils ont fini les classes préparatoires, il faut les préparer pour les grandes écoles d'ingénierie européennes. Quand ils viennent dans les grandes écoles d'ingénierie parisiennes, européennes, américaines, ils ne retournent jamais, canadiennes, ils ne retournent jamais parce Mais que ça a toujours été comme ça. Je crois ça a aussi toujours été dans comme les ça. anciens régimes, en fait, on a eu nos parents ou des grands intellectuels en fait, qui ont été envoyés à travers les bourses en fait pour étudier, mais qui ne sont jamais rentrés ou qui sont rentrés très très tardivement en fait. C'est pourquoi les politiques migratoires doivent être faites à la fois par les autorités, les autorités, les partenaires techniques et financiers, mais aussi par la diaspora elle-même. Il faut qu'il y ait des grands forums de diaspora Mm. où on peut venir identifier des sommités, identifier des compétences dans leur domaine spécifique, en faisant un diagnostic du besoin au niveau local. L'hôpital a besoin de tel, l'hôpital a besoin de tel, et il y a tel qui est une compétence parce que pour moi, il est plus facile de prendre un Guinéen qui est ici, qui a des compétences, aller, qui a sa famille, le garder, lui créer des conditions de travail, que de prendre un expatrié, l'envoyer. Pour moi, Ouais. c'est une façon. Mais la question de retour, souvent, elle est, euh, elle est traitée seulement pour ceux qui vivent dans des conditions précaires. Par exemple, au nord, ils sont en prison, ou bien Oui. c'est le gouvernement qui les rapatrie, mais on ne pense plus jamais à organiser Ouais. le retour de l'élite Des per- intellectuelle de la diaspora. Et ça, c'est un Exactement. problème. C'est des migrants qui vivent dans des conditions quand même et, et confortables, hein. Des gens qui réussissent dans leur parcours Oui, et c'est important d'aller vers ces personnes et oui, pas justement. seulement en passant par le volet politique, très souvent, en fait, on passe par le volet politique pour attirer certaines ressources parce que voilà, il y a un poste qui va se présenter, il y a des élections qui se profilent, donc on essaie, voilà, d'attirer certains membres de la diaspora à travers voilà, tel ou tel poste, alors que non, je pense qu'il faut une vraie politique, en fait, de retour et d'inclusion. Donc, comment Oui, attirer une politique robuste. les exactement, exactement. Et là, comme tu le dis, en fait, voilà, tu l'as sûrement remarqué, hein, aujourd'hui, on a aussi de l'autre côté beaucoup de jeunes qui se retrouvent sans perspective, qui se retrouvent dans des situations très compliquées. Parce que tout à l'heure, je te parlais de statut de migrant. Ici, on parle souvent de statut juridique. Donc, des jeunes qui se retrouvent en situation irrégulière parce que voilà, ils sont venus de façon illégale et donc ils réussissent pas à s'intégrer ou à s'insérer dans la société. Ils se retrouvent coincés ici, peuvent pas rentrer et ils peuvent rien faire ici. Ils n'existent pas aux yeux de l'administration. Donc, c'est eux Oui, voilà, qui vivent sur des campements, dans des squats et, et qui travaillent dans le black ou dans le noir afin de subvenir à leurs oui. besoins, aux besoins voilà, de leurs membres de famille. Hein, parce que parfois, voilà, on oublie Oui, aussi le poids oui, familial que oui, ces jeunes ont sur leurs épaules, ce qui oui. voilà, bloque leur intégration dans le pays d'accueil. On va, si tu veux bien, en fait, parler un peu de ce durcissement Oui, de la oui, politique Trump. Il est revenu au pouvoir en janvier 2025, donc oui. il y a un peu plus d'un an. Qu'est-ce qui a changé concrètement pour les migrants africains et particulièrement pour les Guinéens, d'après ton expérience ou Bien, selon tes mon recherches? expérience, les conditions de travail ont fortement changé. OK. La liberté a fortement été menacée et les entrées ont été stoppées et l'assistance a cessé et les procédures de régularisation sont devenues plus dures, plus impossibles d'ailleurs à faire face à ces politiques. Donc, aujourd'hui, ceux qui ont vendu tout et ils sont d'ailleurs dans le regret selon mes dernières informations, selon mes enquêtes, parce que ce qu'il faut comprendre, ce que je dis, je ne l'invente pas parce que j'ai réussi à avoir un,
un réseau important de jeunes qui sont entrés aux États-Unis, qui Oui. aujourd'hui me racontent depuis la mise en œuvre de la politique de Trump. Et c'est le plus grand regret aujourd'hui d'aller. Parce que tu sors, l'insécurité plane sur tous ces jeunes gens et ce n'est pas évident que de rester et avoir la régularité du séjour. Et ce n'est pas possible maintenant comme avant de bénéficier des assistances sociales comme auparavant, comme avant l'arrivée de Trump. Et aussi l'accès à certaines activités génératrices de revenus sont devenues de plus en plus difficiles. Mais la même politique qui frappe l'Europe de crise démographique, notamment vieillissement des personnes, frappe les États-Unis, mais cela entraîne à ce que beaucoup de jeunes gens qui désormais sont confrontés à ces obstacles politiques mis en œuvre par la gouvernance, par l'administration Trump, risquent d'entrer dans ce qu'on appelle le travail, dans l'exercice du travail dans le noir. Donc voilà un peu, les rêves ont été bloqués, les rêves ont été renversés. Si vous voyez avant, tu bénéficiais d'une assistance pour un hébergement pour une période avant de trouver un hébergement adéquat, une activité afin de payer cet hébergement, ce logement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est une désolation Ouais. totale auprès de cette population migrante selon les dernières enquêtes, les derniers entretiens que j'ai amenés, que j'ai commencé Ouais. depuis 2023, dans 2022, l'arrivée de Trump et de la mer à boire pour les migrants, notamment les migrants irréguliers. Et même les migrants réguliers aujourd'hui sont dans des difficultés. Vous imaginez si vous recevez par exemple un jeune frère, un jeune frère, vous êtes tenu obligé de l'accueillir. Si Oui. Ah lui qui oui. avait une assistance sociale n'est plus en mesure de trouver cette assistance, il a besoin maintenant d'être assisté par un parent. Donc tout cela est devenu. À un moment, et même ils sont allés, l'administration Trump est allée même voir dans les lieux de culte, parce que les lieux de culte étaient devenus le lieu de refuge des sans-abri. Oui. OK. Ouais, les mosquées, les églises. Les églises, les mosquées, donc Mmh. étaient devenus de centres d'accueil. Et la politique migratoire de Trump est allée à l'encontre de toutes ces pratiques. Donc, c'est dire que c'est la chasse à l'homme, c'est la chasse à l'homme. Et alors, c'est le retour. Et le retour, parfois, vous savez, ce qui est plus grave, c'est de prendre des citoyens qui ne viennent pas, par exemple, d'un pays X et les débarquer dans ce pays-là. Ils risquent tout. Ils risquent ce que vous, les juristes, vous appelez, par exemple, la question de la protection, la Mmh. question des droits. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le monde à l'envers pour ces migrants. C'est une véritable plafond de glace qui s'impose à eux. Ouais, c'est difficile, oui. Et j'avoue que c'est difficile. J'ai eu, écho aussi, de la situation de certains migrants qui se sont retrouvés récemment là-bas, qui avaient des personnes qui avaient quand même une bonne situation en Guinée. Après, voilà, on a parlé de l'instabilité, l'instabilité politique aussi. Voilà, on sait bien qu'il y en a qui sont obligés de quitter le pays parce que Ouais. voilà, ils sont soit, voilà, ils se retrouvent en tout cas dans des situations, de persécution. Ils sont obligés Oui, oui, de vraiment partir et mais d'autres, qui avaient quand même, une certaine stabilité et qui, comme tu le disais, en fait, abandonnent tout ça pour se retrouver dans un pays où ils n'ont aucun repère, aucun code social, culturel et donc ils se retrouvent coincés, face à ces politiques, restrictives d'immigration, de Trump et c'est je pense que c'est important que des personnes comme toi, en tout cas, qui, au-delà, voilà, des émotions, au-delà de ce qui se passe aujourd'hui dans les médias, au-delà de ce qu'on nous raconte à gauche et à droite, quand même, prendre, le temps de travailler sur ces questions afin de permettre, voilà, aux dirigeants ou, à certains acteurs, en tout cas institutionnels ou même associatifs, en fait, qui pourraient, mieux faire face, en tout cas, à ces problématiques.
on parle beaucoup du mur avec le Mexique et des expulsions. Les Guinéens passent-ils par ces routes? Ben, on a parlé de Nicaragua. Je ne sais pas si ce parcours, il est toujours, cette voie est toujours accessible par les Guinéens. Est-ce que tu as eu des exemples de Guinéens d'ailleurs hein, qui ont été bloqués ou expulsés récemment? Et ces derniers temps, depuis janvier 2025, il est très difficile de voir, hein, de parcourir ou de travailler sur la route de Nicaragua aux États-Unis. Ok. Avant 2025, avant le second mandat de Trump, on trouvait effectivement des pistes. C'est vrai, l'engouement a nettement diminué. L'engouement a nettement diminué. Donc, les réseaux, même en souffrent parce que vous imaginez, quand vous engagez quelqu'un dans le processus, il est bloqué à Istanbul ou en Mexique et ça devient un problème. Via les États-Unis, j'ai eu des informations que beaucoup de Guinéens sont bloqués. Beaucoup de Guinéens sont bloqués et sont seraient même, je vais le dire ainsi, en prison le long des frontières américaines, notamment au Ok. Mexique, et Honduras et autres, le long des trajets. Mais pas certitude parce que je ne suis pas arrivé à interroger eux-mêmes. Oui. Mhm. Eux-mêmes. Mais puisque, vous savez, la technologie a été un instrument très important dans la pratique migratoire irrégulière. Mhm. Mes contacts à partir des États-Unis me disent, écoutez, tel avait annoncé son départ jusqu'à Istanbul, il nous envoyait ses photos, jusqu'à Honduras, il nous envoyait ses informations, jusqu'à Guatemala, il nous envoyait ses informations, mais à partir du Mexique, on a perdu totalement ces informations. On a perdu totalement ces informations. Arrivé au Mexique, on avait les premiers jours des informations. Depuis janvier, depuis février 2025, on n'a plus ces nouvelles. On ne sait plus ce qu'il est devenu. Il y avait des passeurs qui étaient là. On n'a plus les nouvelles de ces passeurs. Et donc, du coup, on peut imaginer qu'il y a des Guinéens encore qui sont bloqués là et qui ne sont pas parvenus à entrer aux États-Unis ou à rebrousser chemin pour revenir en Guinée. Mais Voilà est-ce la qu'on peut, conclusion. je vais te couper aussi, désolé. Oui, Est-ce qu'on peut penser même au pire? Parce qu'on sait bien, cette région, cette grande route migratoire, elle est quand même pas sécure. Il y a l'insécurité totale en certaines parties de cette région. Et donc, des jeunes qui se retrouvent peut-être coincés avec, tu vois, dans des réseaux de gangs ou je sais pas. Est-ce qu'on peut estimer que enfin, ces jeunes aujourd'hui sont, comme tu le disais, sont en prison ou qui sont retenus par des gangs ou par des réseaux de passeurs en fait, qui se retrouvent en tout cas dans l'insécurité totale et qui, voilà, faute de moyens et comme ce qui se passe aujourd'hui aussi bah, depuis quelques années hein, au niveau de la Méditerranée en fait avec ce qu'on a connu ou ce qu'on a vu en Libye ou dans certains pays voilà, de l'Afrique du Nord. On parle de voilà, on parle de toutes sortes en tout cas d'atrocités hein, qu'on inflige à des migrants subsahariens. Et est-ce que tu penses que il y a un risque en tout cas que ce même réseau ou en tout cas ces migrants font face en tout cas à ce genre de problématiques du niveau bah, du côté sud-américain ou nord-américain. Hein. Bon, enfin, c'est les frontières, on a parlé des frontières. ouais, Mais je voulais juste en justement. fait faire le parallèle entre ce qui pourrait se passer dans cette région de l'Amérique et ce qui se passe aujourd'hui ou depuis quelques années au niveau de la Méditerranée où on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui souffrent à travers cette insécurité totale. Justement. Et moi, c'est ce qui me taraude dans l'esprit, en fait, c'est Mhm. qu'ils bougent, qui partent et qui n'entrent pas, qui ne reviennent pas. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Voilà une question qu'on peut se poser. Ouais. Lorsque il traverse la frontière, il entre aux États-Unis, vous avez ces nouvelles, vous savez ce qu'il est devenu. Vous pouvez deviner quelle personnalité il est, ou qu'est-ce Mhm. qu'il est devenu, ou qu'est-ce qu'il est, où il est, avec qui il est. Le plus souvent, on peut le savoir. Mais lorsque les gens n'arrivent pas au point final,
ils ne reviennent pas au point de départ. Le risque d'intégrer des structures interdites est très élevé. OK. Parce que là, ce soir, d'ailleurs, le long du trajet, souvent, on vous dit, vous, les gangs, vous échappez aux gangs par votre effort financier et par votre stratégie de contournement. Sinon, vous tombez dans les mains des gangs, c'est soit vous donnez ou vous intégrez le réseau des gangs. Donc, à un moment donné, les premiers qui sont passés ont souffert d'ailleurs de l'effet des gangs dont les leurs font partie. Vous OK. savez, s'il y a des complices internes au sein des groupes de gangs, c'est difficile d'échapper parce que toutes les fois que quelqu'un est arrêté et qu'il subit de l'obstruction de ses ressources, c'est qu'il y a un complice interne. Ceux qui sont allés, qui ont tenté d'entrer, qui n'ont pas réussi ou qui ont été expulsés des États-Unis vers ces frontières-là, ne peuvent plus continuer et venir parce qu'ils savent que s'ils reviennent, ils sont identifiés, ils constituent un danger pour la société d'arrivée et ils sont en danger dans le pays de départ. Ils deviennent une autre forme de gang. Mmh. Donc voilà des informations que les médias d'ailleurs ne distillent pas. Ouais, Et voilà ce qu'on malheureusement. ne connaît pas. Ceux qui sont refoulés des États-Unis, qui sont refoulés par la porte par laquelle ils sont entrés, constituent une des formes de gang la plus dangereuse. Et c'est elle qui peut aussi, avec ce blocage, peut créer des conditions d'intégration. Ça devient du coup des éléments très dangereux pour la stabilité de ceux qui arrivent et qui n'entrent pas aux États-Unis ou ceux qui sont refoulés. Et là, ça devient un véritable danger. Il y a, il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages qu'on en a autour de ça, ceux qui ont pu s'échapper et qui ont pu rentrer et sont Ouais. rentrés avec du trauma dans le pays de l'Oncle Sam, comme on aime le dire. Ce trauma les fatigue aujourd'hui fait des personnes aussi que la société américaine ou la société d'accueil ne peut pas intégrer. Et du coup, vous voyez, c'est ce qui amène aussi ces personnes à être inscrites sur des listes noires et qui OK. durcit encore les politiques migratoires vis-à-vis des communautés d'origine de ce type de personnes. Moi, je me dis, il faut que le système travaille de telle sorte que ceux qui arrivent, ceux qui quittent, s'ils n'arrivent pas, qu'on puisse les récupérer pour ne pas qu'ils deviennent un danger futur. Ouais. Ensuite, ceux qui sont expulsés par la porte par laquelle ils sont entrés, qu'ils soient récupérés. Sinon, ils deviennent un autre danger, une autre forme de gang qui constitue un danger. Là, Ouais. les dernières informations, jusqu'en 2024, jusqu'en décembre 2024, le renversement de politique, Trump met encore d'autres formes de dynamique migratoire, des politiques migratoires. C'était cette logique-là qui était là. Et bien, depuis son arrivée, les choses se sont empirées par des expulsions. Et ces expulsions, c'est toutes les personnes qui entrent, parmi lesquelles les Guinéens. Ouais, Et ouais. ceux qui n'y arrivent pas, donc ceux qui avaient bougé déjà et avaient fait tout le trajet, ont dépassé le non-retour. Le non-retour. Eh bien, si au moins ceux qui étaient pris, on les rapatriés dans leur pays, de sitôt sans qu'ils n'intègrent des bandes de délinquants, ce serait Ouais. bien plus facile de les récupérer, de les intégrer dans la société. Mais Dieu seul sait combien de nos compatriotes sont encore bloqués et combien de nos compatriotes ont finalement, bon, disons-le Ouais. ainsi, intégré ces réseaux. Et ça, la même réalité doit animer nos autorités. C'est comme ceux qui partaient vers la Méditerranée et qui n'arrivaient pas à traverser et qui ne revenaient pas. Et ils deviennent des choses. Ce soit ils intègrent les groupes de gangs ou même ils forment un autre groupe de gangs. Et Ouais. vous le savez, le plus souvent, s'il y a extorsion, ce sont nos propres frères, ce sont nos Ouais. propres compatriotes qui sont à la base.
Oui, malheureusement, malheureusement, oui. Oui, Je pense malheureusement. qu'en fait, comme tu l'as dit, hein, puisque les médias n'en parlent pas, ne s'intéressent pas à ces questions, je pense qu'il y a besoin que en tout cas les acteurs étatiques ou des acteurs institutionnels puissent, voilà, créer des moyens ou je sais pas moi, financiers, voilà, des enquêteurs en fait ou des personnes, des personnes ressources comme, toi ou, des personnes qui pourraient faire des enquêtes dans un premier temps. Je sais pas si d'ailleurs c'est quelque chose qui est possible parce que c'est des régions qui sont difficiles et étant donné que la plupart des jeunes qui partent aussi, c'est des jeunes qui partent, incognito ou, qui ne sont enregistrés presque nulle part en fait, donc c'est difficile de suivre le parcours des uns et des autres. Ouais, Mais peut-être déjà à partir des familles, laissées au pays, voir à partir de là comment, retracer les parcours, de ces nombreux migrants en fait qui se retrouvent bloqués là-bas et ouais, voir à l'issue de ces enquêtes, voir comment produire un rapport qui permettrait, ouais. aux acteurs étatiques en tout cas d'intervenir avec des moyens mais franchement, c'est inquiétant et c'est très problématique qu'on abandonne, ces citoyens, comme ça, dans un monde où, il y a de l'insécurité. On a de l'insécurité de plus en plus et comme tu l'as dit aussi, il y a cette politique, en tout cas, de refoulement ou politique, Et c'est restrictive. la route la plus oubliée et la moins documentée. Exactement, exactement et qui concerne aujourd'hui beaucoup de Guinéens, beaucoup de Guinéens, beaucoup d'Africains, mais particulièrement beaucoup de Guinéens aujourd'hui. En Moi, fait, la j'avais, Méditerranée a tellement fait parler, le au monde et ce qui fait qu'aujourd'hui, de l'autre côté, on oublie, ces nombreux jeunes, en tout cas, qui se retrouvent bloqués là-bas et d'ailleurs, en Guinée, comment puisqu'on parle aussi de Trump et sa politique et comment les gens, suivent et réagissent face à ces nouvelles politiques, migratoires de oui, Trump? c'est une politique, elle est systématiquement rejetée, critiquée. Elle est la J'imagine, même, notamment lorsque récemment il a parlé de sa fameuse caution. Ça a été mmh. vraiment, euh, ça a été fait Ça fait du bourdonner bruit, ouais, bien sûr. des groupes, dans beaucoup de groupes, même si ce qui m'a étonné, moi, je m'attendais à ce que les autorités, nos autorités, mais aussi les médias parlent de cette caution, de ce durcissement. En tout cas, Et d'ailleurs, j'allais te demander aussi comment est-ce que les autorités ont réagi à ça, quoi? Au-delà de ce qu'on peut avoir au niveau des médias ou au niveau de la population en général, qu'est-ce que les responsables politiques ou les responsables au niveau de l'État, peuvent faire face à ces politiques? tout simplement, ce que je peux dire, ça a été un silence, comme on aime le dire, Ouais. les journalistes aiment le dire, un silence radio. C'est un silence radio. Moi, je n'ai pas vu une autorité qui a réagi et je me suis posé cette question. Pourquoi il y a pas eu de réaction face à cette politique mettant la Guinée sur une liste Mmh. de pays des pays parmi les 75 pays. Je me suis posé cette question comme tout le monde. Je n'ai vu aucune autorité qui a fait une déclaration. Je m'attendais à ce que les autorités puissent faire la réciprocité diplomatique quand même. Et parce que ce n'est pas que les Guinéens seulement qui ont besoin des États-Unis. Et dans le même sens, le même jour, je vois que on dit non, les mines, les mines du Mont Nimba du côté entre la Guinée et le Libéria intéressent Donald Trump et Donald Trump met la Guinée sur une liste noire et exige des Guinéens ce qu'il exige à des pays dont il n'a pas, où il n'a pas de vision. Donc pour moi, bon, j'ai constaté un silence de la part des acteurs qui devraient réagir et lui dire attention, si tu as besoin de nos mines, c'est que tu dois laisser nos citoyens aussi, surtout les citoyens légaux, être en paix dans ton pays. Donc ça, moi, je n'ai pas
en tout cas vu une réaction. Ça m'a étonné, ça m'a étonné. Cette situation me fait penser aussi à une liste que Donald Trump a publié sur son réseau social, que beaucoup connaissent d'ailleurs, où il a listé un certain nombre de pays à travers le monde qui, dont les ressortissants ou dont les citoyens sont Oui, bénéficiaires de telle ou telle aide sociale en Amérique. Et du coup, je pense que c'est sur la base de cette liste d'ailleurs en fait qu'il a imposé ce qu'il a imposé que tout le monde connaît. Et d'ailleurs sur cette liste, moi je vois la Guinée, je crois qui est si j'ai bonne mémoire en fait, et qui est en haut de la liste avec plus de 60% en tout cas. oui, Selon le pourcentage en tout cas qu'il avait dégagé, je pense qu'on est dans le top 10 en tout cas des ressortissants qui bénéficiaient. bénéficie beaucoup plus d'aide. Ouais, exactement, Hmm. aux Donc, États-Unis. oui, je crois d'ailleurs, parce qu'on n'est pas entre 16e ou 13e comme ça, je n'ai pas la liste en face, mais nous sommes dans les top 10 des pays Oui, qui sont beaucoup plus demandeurs, ouais, des ouais, citoyens ouais, beaucoup c'est plus demandeurs aux États-Unis. Oui. et donc lui, il s'appuie sur ce type de chiffres pour imposer ce qu'il a imposé. Alors, on ne dit pas que c'est réel parce que tout à l'heure tu disais d'ailleurs, voilà, depuis qu'il est là, il y a de moins en moins en fait de soutien à la fois juridique et social, hein, parce que voilà, dans Oui. les pays normalement quand on arrive, surtout pour ceux qui vont s'engager dans le parcours de l'asile, le processus, en tout cas dans la procédure d'asile, donc ils ont droit normalement à à une certaine assistante à la fois Mm. juridique et sociale. Je pense Oui, à tout ce oui, qui est allocations qui sont versées normalement pendant justement. toute la procédure d'asile et Oui, justement. ce qui permet à ces personnes qui sont entre guillemets vulnérables à Oui, quand même avoir une vie digne. Et, c'est c'est intéressant en tout cas de t'entendre là et le temps file, mais j'avais aussi envie de te poser la question de savoir justement comment les migrants, face à tout ce qu'on a dit, hein, tout ce que tu as décrit, comment les migrants guinéens aujourd'hui arrivent à s'adapter concrètement aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des nouvelles stratégies qu'ils essayent d'adopter pour survivre? S'il faut dire oui, les mots, les choses telles qu'elles sont, enfin, parce que parfois, voilà, oui, faut le dire, en fait, c'est de la chirurgie, en fait. oui, c'est la survie. Actuellement, l'adaptation aux conditions de vie, elles sont précaires, d'autant plus que Ouais. c'est un État beaucoup plus policier, qui la répression est plus vite et plus rapide. Mais malgré, en tout cas, selon les personnes que nous avons interrogées, et le temps, il y a des répits momentanés où les OK. hommes profitent, mais ça veut dire que l'objectif pour lequel les gens ont migré constitue aujourd'hui un, un échec, puisque en fait, on considérait que c'était la plus grande démocratie, mais que la gouvernance actuelle est venue foutre de la merde au sein de cette Mmh. démocratie. Et chaque migrant qui était là, dès qu'il arrive, il était prompt à chercher un avocat qui a essayé de chercher à préparer son dossier et même maintenant, vous voyez, lorsque un État va accueillir le chef d'État d'un autre État, ça veut dire que la question de la suprématie est là. Est-ce Mmh. que la gouvernance, l'état des droits, le respect de la procédure judiciaire, tout cela peut aider maintenant dans le traitement des dossiers de demande d'asile aux États-Unis. Donc, et là, le décroisement est au comble, hein, parce que Mmh. vous imaginez, quelqu'un fait 10 ans, il n'a aucun bout de papier. Tu vois, tout cela pose des problèmes aux migrants. Mmh. Donc, l'adaptation, c'est devenu une chose à la sauvette. OK. C'est le travail à la sauvette. C'est juste pour survivre. L'engouement qui avait animé entre 2022 de 2022 à 2024, avant l'arrivée de Trump, s'est estompé. Et puis voilà, les gens sont revenus dans la case de départ de la galère, comme ils aiment le dire, ça galère, ça galère. Les retombées qui venaient en forme de rente migratoire se sont estompées, se sont arrêtées. Donc maintenant, c'est vivre à la sauvette qui les gens.
Et à part ceux qui ont réussi avant Trump à trouver une situation plus ou moins régulière, Mmh. ou ceux qui ont, par exemple, un accueil à l'intérieur, à part des États-Unis. C'est-à-dire que quand moi, Oui, si j'y vais, moi, je suis reçu par un frère, un cousin, un un neveu, membre de la communauté, quoi. par la communauté. Donc, ceux qui sont reçus par la communauté arrivent à joindre les bouts parfois, malgré toutes les contraintes, parce que les limites de la communauté sont aussi là. Oui, Si la absolument. communauté ne peut pas t'offrir un travail, mais il ne peut t'offrir un petit travail où tu peux trouver le minimum vital, c'est qu'il ne peut pas t'offrir un titre de séjour. Ouais, Et ouais. obtenir un titre de séjour suppose une procédure. Cette procédure est bousillée par les politiques mises en œuvre actuellement. Donc, ça devient des coûts et cela s'ajoute l'insécurité, les tueries Ouais, publiques. aux Donc, États-Unis, oui. donc C'est problématique. en plein jour, on peut arroser un individu et puis voilà, rien ne se passe. Le jugement va rester ce qu'il va rester. La procédure est si longue que parfois les gens ont peur de sortir. Ouais. Si vous ne sortez pas, la survie devient quasi difficile. Ouais, c'est des difficultés qui se retrouvent aujourd'hui un peu partout, hein, à travers l'Occident. Des difficultés liées à la régularisation. Comment est-ce qu'on peut exister juridiquement dans le pays, que ce soit aux États-Unis, au Canada, Oui, voilà, qui avait des politiques en tout cas, d'accueil, beaucoup plus favorables. oui, Mais oui, depuis quelque temps aussi, voilà, sont en train de se renfermer. En oui. Europe, on n'en parle pas. Voilà, tout devient de plus en plus, difficile Et, et donc ce qui fait qu'en et fait, ce il qui y est a important énormément qu'il de faut, jeunes, oui, oui, Mhm. Ce qui qui se est important et qu'il retrouvent dans faut des savoir, situations compliquées. pour moi, la politique migratoire restrictive de Donald Trump a reconfiguré et créé une nouvelle route migratoire, le Canada. Le OK. Canada, où désormais les compatriotes vont et migrent sans, euh, dans une forme quand même, dans une forme quand même légale, mais la spécificité de cette route, c'est qu'elle est essentiellement élistique, c'est-à-dire Oui, euh, choisi en fait, ouais, elle est conçue pour les élites. ouais, depuis Ça, toujours en fait, le Canada, ils ont une les politique. dernières reconfigurations de la politique migratoire a engendré l'engouement de la migration vers le Canada. Mais là aussi, il y a un problème. Il y a à faire vraiment. Il y a à faire, vous qui travaillez, nous qui travaillons sur la migration, nous avons Mmh. beaucoup à faire parce que si Absolument. la route latino-américaine n'est pas beaucoup connue, notamment il y a une autre route qui est abandonnée à elle-même, mais qui fait beaucoup de vagues, celle de Sao Paulo et du Brésil. Ah oui, oui, oui et d'ailleurs depuis plusieurs années, avant même la vague, Nicaragua en Avant fait, même la vague, oui. cette route ouais, exactement, cette route existait J'étais en fait, moi même, je me souviens. j'avais monté un projet. J'ai eu Mmh. la chance d'être reçu par l'ambassade de Brésil à Conakry, qui était très intéressée par le projet. C'était celui d'aller faire le pas sur l'étude, le pas sur le talon des migrants guinéens Mmh. au Brésil. Comment ils utilisent la route du Brésil pour entrer. Quand même, selon les géographes, de Conakry à New York, à Manhattan, est plus court que Conakry, Ouais, Brésil, Brésil, ouais. États-Unis. Mais pourquoi Ouais, les c'est gens préfèrent ce trajet? J'ai été voir l'ambassade, il m'a reçu une heure d'horloge, on a discuté, il m'a dit qu'il est intéressé par le projet, mais il y a une procédure longue si je dois obtenir un financement à partir du Brésil pour faire cette étude parce qu'il est arrivé à un moment où Sao Paulo l'aéroport de Sao Paulo a été pris en otage par les un migrants otage. subsahariens et Ouais. je m'étais renseigné, il y avait assez de Guinéens. Assez de Guinéens. Donc, c'est des Et du coup, routes, au niveau de l'ambassade, est-ce que tu avais pu avoir des chiffres? Même si, je crois qu'ils ne malheureusement, communiquent non, pas sur les chiffres, malheureusement, en fait, parce il y avait quand même beaucoup de visas, en fait, qui étaient délivrés, pour le Brésil, en fait. malheureusement, non. Mmh. Et sinon, j'ai été reçu par l'ambassade, je dis, je OK. voulais vraiment avoir des chiffres et au-delà de si je ne peux pas aller, parce qu'il me disait qu'il faudrait que mon pays me donne les ressources. Si moi je Ouais. demande des ressources à partir de l'ambassade, ça va être long. Ouais, généralement, ça passe par, les autorités, en fait, du pays d'origine ou même, puisque voilà, tu travailles dans une institution universitaire normalement. Bon, malheureusement, en fait, dans nos universités, il y a pas de budget à allouer à ce type
Enfin, il y en a, mais je sais pas, hein, mais bon, tu me diras. Ouais. Mais généralement, c'est les institutions universitaires qui, en collaboration ou en partenariat avec des acteurs étatiques ou des Oui, c'est acteurs cela, oui. institutionnels qui permettent en tout cas de financer ce type de recherche. Oui. Parce qu'en fait, si l'ambassade te finance, tu vois, c'est comme si c'est l'État brésilien qui mettait la main, enfin, sur des affaires un Ah peu oui, ça sensibles. veut dire que Parce qu'on parle de données personnelles, il faut tracer, ça demande quand même une certaine responsabilité de la part des Guinéens aussi, des autorités ouais, guinéennes, ouais, pour se ouais, dire, ouais, voilà, c'est ouais, nos citoyens, il faut quand même travailler dessus pour voir ouais. qu'est-ce qui se passe de ce côté, oui. Et ouais, c'est super intéressant. Puisqu'on a parlé de toutes ces problématiques, aujourd'hui, quel est l'impact de ces politiques restrictives sur les familles qui restent en Guinée? Parce qu'on sait bien qu'un migrant qui part du Ah oui, pays, ça c'est une qui très laisse bonne sa question. famille, il laisse un poids familial. Beaucoup te disent d'ailleurs, en fait, ils ne partent pas pour eux. Ils partent pour la famille, pour Pour la changer les famille, oui, conditions c'est de la vie de la pression familiale. famille. Je pars pour aider ma maman, pour aider mon père, pour aider mes neveux, mes sœurs. C'est ce discours que tu entends souvent, en fait. Moi, j'ai Oui, aussi fait des enquêtes, en fait, ici. J'échange souvent avec des migrants qui se retrouvent dans des conditions difficiles. J'ai fait voilà, dans le cadre de ce livre, en fait, que j'ai écrit entre deux, je crois que c'était entre 2022, 2023, ouais, j'ai fait une enquête, en tout cas, sur les migrants qui sont en Europe ici, en France notamment. Et la question, c'était de savoir, voilà, pourquoi exactement, quel est le poids familial en fait qu'on a quand on part et quand on vit à l'étranger. Et c'est des oui, questions que j'ai essayé d'aborder et j'avoue que c'est compliqué. Et d'ailleurs, sur l'économie du pays avec le transfert d'argent aussi, parce qu'on parle de beaucoup de flux d'argent que ces migrants envoient ou gèrent en tout cas à partir du pays d'accueil pour le pays d'origine qui est la Guinée. Quel est oui, l'impact en fait sur les familles et sur l'économie du pays en général? oui, ces politiques, oui, ces politiques Ouais, restrictives aujourd'hui impactent la rente migratoire considérablement. Elle OK. a chuté et je ne connais pas les chiffres parce que là aussi, le ministère de l'économie et des finances qui devait nous aider à constituer une base de transfert migratoire ne le fait pas. La Guinée a son problème de données. C'est à partir de souvent des institutions internationales qui capitalisent la fréquence et le taux de transfert migratoire. Mais ce qu'il faut savoir, les familles pour lesquelles les migrants sont partis essentiellement, vous, Mmh. sur, vous pouvez demander 10 personnes sur 10, ils vont vous dire, c'est d'abord aider mes parents. Ouais. C'est aider mes parents, c'est aider mes parents, particulièrement aider ma mère et mes frères. Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que on constate une baisse drastique de transferts migratoires qui étaient essentiellement opérés par le système informel qui ne permet pas une capitalisation pour connaître combien vient, d'où ça vient, comment Ouais. ça vient. Ce qu'on sait, c'est que ce sont les transferts migratoires qui aident beaucoup, surtout le système bancaire classique en Guinée pose une réelle problématique. Et les transferts formels tels que MoneyGram, Western Union sont excessivement chers et elles demandent, pour les utiliser d'ailleurs, vous le savez, elles demandent que le migrant ait un statut régulier. Donc, tout cela constitue un handicap pour le migrant de les utiliser. Mais ce qu'il faut savoir, comme je le disais tantôt, c'est vraiment le projet pour lequel ils sont partis est stoppé et arrêté et les familles en souffrent qui étaient devenues très dépendantes de revenus migratoires pour financer d'une part les consommations quotidiennes, les consommations sociales, notamment le manger, la santé, l'éducation, et tout, et voilà. Ces secteurs-là ont un impact, ce qui ne peuvent plus bénéficier de revenus migratoires. Ça, et de l'autre côté, parce qu'en fait, comme on le disait, comme les politiques le disent, quand vous faites la littérature, on vous dit
Et le revenu migratoire constituait une manne financière très importante qui peut concurrencer même les aides financières. Les politiques ont fait que les migrants n'arrivent plus à s'épanouir, à faire, à exercer une activité génératrice de revenus. Ce qui veut dire que la balance en termes de devises, en termes de ressources externes produites par les migrants devient inéluctablement déficitaire. Celle de la famille est essentiellement adaptée ou dépendante à ces transferts-là, deviennent déficitaires et c'est véritablement Ouais. la désolation, c'est véritablement la précarité. C'est encore le problème qui est déplacé parce que ces familles ont envoyé un de leurs ou ont permis à un de leurs de partir, c'était pour revenir et les soutenir. Surtout que la conception chez nous, Mmh. et quand je deviens directeur, ministre, chef dans l'administration civile, dans l'administration militaire, dans la haute sphère de l'administration, Mmh. où un grand commerçant, c'est eux qui ont une vie financière, économique stable, c'est eux qui sont capables de mener une vie Ouais. ostentatoire dans le village ou dans la ville. Donc, comme quelqu'un me le disait à l'abbé, j'étais dans une enquête à l'abbé à Mali, à Mmh. Mamoun l'abbé Mali, il me dit, écoute, ce sont nos migrants qui sont nos ministres, ce sont nos migrants qui sont nos grands commerçants, ce sont nos migrants qui sont nos grands C'est directeurs, factuel, hein? ce sont nos migrants qui sont nos grands commerçants. C'est eux qui sont capables de nous construire les maisons. C'est eux qui sont capables de nous faire une Les vie écoles, plus moderne, une vie plus ouais, aisée, une vie les centres de santé. moins coûteuse en termes d'efforts physiques. On ne labore plus pour manger. Donc, tu vois, et cet accaparement d'une partie de ressources par l'élite économique, l'élite politique et administrative militaire fait que les autres n'ont plus l'espoir d'arriver à une vie comparable à celle-ci. Et puis, les migrants deviennent dès lors des rois. La migration devient dès lors la force tranquille qui peut aussi régler la pendule ou l'équation de Ouais. l'égalité dans le village, ou l'équation d'émergence ou d'émancipation dans le village. Donc, aujourd'hui, si cela est arrêté, ça veut dire que la précarité socio-économique redevient encore un enjeu majeur dans le Parce que village. La ouais. chose pour laquelle on est parti, on n'a pas pu la maintenir par le durcissement. Et je connais des gens qui avaient commencé à payer les dettes qu'ils avaient contractées avant d'aller. Oui. Ils ont déposé assez, mais maintenant, là, et ça, c'est des voisins. Je vous parle des voisins. Je OK. parle de Ouais. voisins. J'ai Mmh. 5 voisins qui avaient commencé à bien travailler, si je dis travailler, à bien payer leurs dettes ou l'argent qu'ils ont détourné avant d'aller. Mais aujourd'hui, le paradoxe, c'est que le reste, ils n'arrivent plus à payer. À plus forte raison par les soutenir la famille. Ouais, ouais. Ouais, ça devient de plus en plus difficile, ouais. Difficile, oui. OK, OK. Ouais, c'est intéressant, hein. Et je me demande d'ailleurs souvent, en fait, comment est-ce que l'État, on le sait tout, hein, comment l'État ou les responsables réagissent face à ces situations, en fait. Et je me demande comment est-ce qu'on arrive pourquoi on n'arrive toujours pas ou les responsables n'arrivent toujours pas à définir des politiques de soutien ou de prévention. C'est difficile, en fait. Je sais pas si, tu as fait face aussi ou, tu as rencontré des migrants qui sont revenus après avoir échoué, dans le parcours. On a parlé des migrants qui sont d'une certaine manière bloqués quelque part. Mais les migrants qui ont été expulsés ou, qui sont rentrés ou qui ont échoué comme ça, même, c'est qu'il y en a qui échouent aussi en restant dans le pays, d'accueil, hein, aux États-Unis, par exemple. Oui, qui ne reviennent pas. Là exactement, et d'ailleurs, de plus en plus, on voit sur les réseaux sociaux des photos qui sont partagées de telle ou telle personne qui se retrouve, coincée, malade, dont on n'a Ouais, pas les ouais, nouvelles de la famille. ouais. Et ça devient quand même de plus en plus, problématique en tout cas, de voir ça, à travers les réseaux sociaux. Est-ce Oui. que tu as,
de l'écho ou est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur, voilà, sur ceux qui, échouent, lamentablement, après un long Ce qui parcours échoue migratoire? lamentablement, c'est que lamentablement et qui ne reviennent pas ou qui reviennent, c'est difficile de parler d'eux. Parce que c'est Ouais. des questions sensibles. Je travaille avec des organisations Mmh. qui travaillent dans ce sens, mais c'est difficile. D'abord, Il y a ce n'est l'OIM, il me semble, en fait, qu'il y a des politiques de réinsertion. oui, En oui, France, par exemple, il y a l'OFII, en fait, l'Office, français de l'immigration et de l'intégration, qui a mis en place, en tout cas, un projet ou une politique, en tout cas, voilà, l'aide, au retour aux volontaires, l'ARV ils appellent ça. C'est-à-dire, ils peuvent accompagner des personnes qui ont envie de retourner parce qu'ils n'ont pas réussi, en fait, réussi dans le pays d'accueil. Donc c'est voilà, ils peuvent accompagner le retour, en finançant, des projets, en accompagnant la personne, pour la réinsertion, socio-professionnels. J'avoue que oui. c'est compliqué et je pense que c'est des trucs en tout cas qui sont pilotés au niveau de l'OIM ou au niveau de l'Union européenne qui finance un peu, mais je sais pas comment tout ça, s'articule en Guinée, sur le terrain. C'est une question hautement politique que Oui, je n'ai pas pris encore, hautement politique, OK, parce que c'est difficile d'accéder à l'OIM et à ces données. ouais, Lorsque vous voulez, pourtant, nous sommes tous des acteurs qui travaillent sur la même problématique. exactement. Mais j'avoue, j'ai souffert, je n'ai demandé une seule fois à travers les options d'un partenaire que je ne vais pas dire le nom ici, que j'ai Mmh. réussi à assister à une activité de l'OIM, mais moi je dis je ne vais pas prendre des données sensibles, les mettre sur la place publique, mais c'est bien que nous qui traitons de façon très scientifique et Mmh. indépendante les données, qu'on ait accès à certaines politiques ou certaines Ouais, bien données sûr, ouais, que certaines données, ouais. l'OIM ou bien d'autres organismes qui travaillent sur la migration puissent accéder à les traiter. Et ça nous permet même, parce que c'est évident aujourd'hui, la Guinée a besoin d'une institution essentielle qui s'occupe de l'étude de migration, notamment dans les universités. Il faut faire Exactement. Au-delà développer. même, de l'OIM aujourd'hui qui existe et Oui, qui est normalement une institution, en fait, des Nations unies, hein, il y a pas oui, guinéen, enfin. Et ce qui est moi, ce que j'ai du mal à accepter, c'est justement, c'est quand on met à l'écart, c'est-à-dire quand on ignore les acteurs, locaux que toi tu es, que vous êtes en fait, pour, voilà, travailler avec des acteurs, qui n'ont rien à voir avec le pays et qui n'ont ouais, pas, voilà, ce vécu en fait du terrain et d'ailleurs, ouais, ouais, quand j'ai reçu, docteur Bano, c'est ce qu'il disait aussi, hein. Voilà, on ne faisait pas appel en tout cas aux chercheurs guinéens à travailler avec ces institutions pour avoir, bah, on préfère financer des étrangers, alors ouais. qu'on a des locaux qui peuvent bien faire le Il aurait travail pu afin faire. d'avoir Il enfin aurait pu faire. peut-être Ouais, derrière tout ça aussi, on n'a pas envie, d'avoir de l'impact. C'est pourquoi on est frileux à s'associer ou en tout cas, à faire travailler ou à travailler avec des locaux qui, eux, cherchent en tout cas à avoir de l'impact sur le terrain. D'ailleurs, moi, à l'occasion de la sortie du livre, j'ai tout fait. J'ai eu un contact qui travaille à l'OIM. La personne a tout fait, c'est-à-dire parce qu'en fait, je voulais, échanger avec eux pour voir comment est-ce que mon livre pourrait, voilà, toucher le servir. maximum de public, en fait, en Guinée. Mhm, mhm. Je cherchais au camp, qu'un retour financier, hein. Comme tu le sais, aujourd'hui, on n'écrit pas pour de l'argent, en fait, Ouais, on écrit ouais, pour avoir de l'impact et surtout sur ces questions qui sont c'est très ça. difficiles, qui sont très sensibles. Ouais, J'ai tout fait. J'ai envoyé des mails. On m'a dit: «Bah, écrivez-nous quand ce sera prêt». J'ai essayé d'envoyer un exemplaire, voilà, pour, voir comment, si il est possible en tout cas de collaborer afin de travailler sur ces questions, afin de vulgariser un peu. Parce que l'objectif du livre, c'est vraiment, voilà, de permettre aux uns et aux autres, surtout ceux qui sont concernés par, ces problématiques, hein, de comprendre, de quoi il s'agit exactement et d'aller aussi, voilà, de parler du livre ou d'envoyer enfin, de faire bénéficier le livre, dans les écoles, ou dans ouais, les ouais, ouais, universités. ouais. Mhm. Mais l jusqu'à aujourd'hui, en fait, je n'ai aucun retour, en fait et il y a une dame qui travaille là-bas, en fait et qui a tout fait pour, faire le lien, mais bon, elle a pas pu et je n'ai pas pu, j'ai laissé tomber. Ouais, Et voilà, c'est
c'est quand même un peu problématique, ouais, d'avoir des institutions qui sont censées normalement, apporter des solutions, mais bon, c'est pas ce qu'on voit sur le terrain. C'est beaucoup même problématique. On arrive à la fin. D'après tes recherches, heu, je sais pas, ces stratégies d'adaptation, je pense que, est-ce qu'elles peuvent, marcher à long terme? Comment tu vois l'avenir de la migration guinéenne vers l'Amérique? Et si tu avais un message pour les décideurs politiques, quel serait-il? Je crois que ces adaptations ne vont OK. pas durer. C'est ce que je vois pour, pour ces migrants, c'est que il faut essayer de rentrer. Et pour qu'ils rentrent, pour que ces migrants reviennent au pays et qu'ils ne deviennent pas plus vulnérables, plus de la risée des autres, il faut que les autorités prennent leurs responsabilités en organisant le retour de ces migrants, leur insertion, ceux qui ont des compétences, qui leur offrent la possibilité d'exercer ces compétences, les protéger pour le long terme, pas leur donner cadeau de l'argent, mais il faut leur donner les moyens d'exercer leurs compétences de manière durable et de manière désintéressée. C'est-à-dire, si je dis désintéressée, pas demander un pourcentage. Vous savez, là, le gros problème entre le migrant et son pays, c'est d'abord le rapatriement et la sécurisation de son fonds. Vous verrez que tous ceux qui sont restés là n'ont pas eu un moyen facile de rapatrier les fonds. C'est une question qu'on pourrait discuter un autre jour, parce que s'il n'y Mmh. a pas une banque à partir de laquelle, quand moi, migrant, je suis en France, je peux déposer mon argent et Mmh. l'avoir en espèces sans un grand écart Oui, au dans niveau mon des pays frais. de retour, ça devient un problème. Si cela existe. Alors, ce que je peux dire à l'État, c'est de faciliter le retour de ces gens qui sont dans une situation complexe et difficile. À l'État, c'est non seulement faciliter ce retour, mais gérer ce retour. Gérer ce Mmh. retour, c'est quoi? C'est faire le profilage de ces migrants, avoir leur expérience, voir chaque migrant, qu'est-ce qu'il pourra refaire, qu'est-ce qu'il a appris depuis qu'il est aux États-Unis, qu'il pourra reproduire des biens au pays et qui est durable, qui peut lui le maintenir et maintenir, empêcher d'autres d'aller. Ça, c'est important. L'autre fait, c'est que euh, la Guinée est un État comme tout comme les États-Unis et les États-Unis ont des intérêts en Guinée. La Guinée doit aussi montrer aux États-Unis que son citoyen a une valeur importante Mmh. et en faisant de telle sorte que ce citoyen puisse avoir le minimum de respect et que s'il doit être rapatrié, il doit être expulsé des États-Unis, qu'on ne les jette pas dans la jungle et qu'il soit amené officiellement, de manière très officielle, et il soit accueilli par les autorités et qu'on crée les conditions d'accueil et de réinsertion à partir de la Guinée. Et ce que l'État aussi doit faire pour maîtriser le flux migratoire, les données, les profils, les compétences à l'intérieur, c'est de développer de la recherche faite et par le pays pour que ce patrimoine-là soit propre à ce pays. J'avoue, quand vous parcourez la Guinée, c'est seulement l'Institut national des statistiques qui collecte des données sérieuses sur les migrants. Et là, OK, mais aussi pas des données aussi comme cela. Sinon, il doit y avoir des universités, des centres de recherche, des observatoires, des instituts de recherche tout à fait. et des équipes mixtes, ministère des Affaires étrangères, chercheurs universitaires pour collecter des données sur les migrants et capitaliser ces données, traiter et en faire une banque de données pour pouvoir orienter les politiques publiques en matière de migration. Ouais, c'est super, c'est ce qu'il nous faut. Je suis d'accord avec toi. Et pour finir, quel conseil, tu donnerais à un jeune, Guinéen qui, veut partir en Amérique aujourd'hui? Je lui Et dirais juste de ne pas aller. OK. Je lui dirais juste de ne pas aller. Vous avez entendu les jeunes, vous qui Je lui ambitionnez, dirais juste de de ne partir aux pas aller. États-Unis, le rêve Et américain n'existe plus, ne partez pas. le rêve Enfin, il américain n'existe. n'existe plus. Il n'existe plus. On a des témoignages. Ouais, Si on peut, vous et moi, toi et moi, on peut identifier, par exemple, on fera tout les mois ouais, prochains pour identifier des gens absolument, on va qui sont travailler dans ensemble. ces conditions aux États-Unis
pour qu'ils témoignent, pour que nos frères ne rentrent pas dans la gueule du caïman. Nos compatriotes, nos sœurs ne rentrent pas dans la gueule du caïman. Moi, il faut qu'on fasse tout et comme moi, j'ai des gens qui sont là, c'est risqué, mais ils vont faire l'anonymat et témoigner via ton postcard pour qu'ils conseillent Bien les sûr. jeunes à ne pas prendre le risque d'aller. Moi, tous les témoignages que j'ai eus, je leur ai demandé une seule question. Est-ce que si c'est à refaire, vous allez refaire? Ils disent non. Pour rien au Ouais. monde. Même si on mettait Kalachnikov derrière moi en Guinée, une arme à feu derrière moi en Guinée, je ne referai pas ce trajet-là parce que c'est la route de la mort et une route qui passe sous silence. Puisqu'on ne voyage Totalement. pas régulièrement et que vous imaginez, vous y arrivez, vous faites 10 ans, vous n'avez pas un bout de papier qui vous permet de faire un aller et retour entre votre pays et votre pays de résidence, votre pays d'origine et votre pays de résidence, ce n'est pas la peine d'aller. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais aussi dans un épisode solo que j'ai réalisé. Et en fait, j'essaie de parler en fait de ces Guinéens en fait, qui restent coincés. Toi, tu parles de 15 ans, 10 ans. Il y en a qui font 15 ans, 20 ans aux États-Unis sans pouvoir sortir du pays parce que voilà, ils n'arrivent pas à s'intégrer juridiquement, Hein? ils n'arrivent pas à obtenir leurs papiers. Et du coup, je disais que voilà, beaucoup de personnes, beaucoup de migrants ont enterré leurs proches par téléphone, par WhatsApp, Ouais, parce que ouais, voilà, ouais, ils n'ont pas la possibilité de partir. Ils ont perdu leur père et tout s'est déroulé par téléphone. au Ils téléphone. ont perdu, voilà, ils ont leur maman qui est tombée malade, ils peuvent pas se déplacer. C'est quand même, c'est douloureux en fait. C'est des Ouais, situations qui sont oui, très compliquées en fait. Quand tu es à l'étranger, on te dit: «Ton père est décédé, ta mère est décédée», mais tu ne peux rien faire en fait. Tu peux tu ne peux même pas rien te faire, tu ne déplacer peux pas pour bouger. aller assister aux funérailles. Ouais, Tu t'es resté plusieurs années sans voir tes parents et là, ils partent et tu es incapable d'être là avec le reste de la famille. C'est quand ouais, même des problématiques qu'il ouais, faut revoir en fait. Et ouais, moi, je suis d'accord avec toi d'avoir, tu vois, des personnes qui sont concernées par ces situations, de prendre la parole à travers ce que tu fais, à ouais, travers ce que je fais ouais, et ensemble pour, parler au grand public, en fait. Et je pense que voilà, voilà, on pourra avec tout ça, toucher le maximum de public pour sensibiliser les plus jeunes à ne pas ouais, s'engager dans des parcours, bah, qui n'aboutissent, vraiment à presque rien, en fait, sauf la difficulté. Donc c'est évitons, voilà, ces situations d'incertitude, en fait. Vous vous retrouvez dans une situation où vous ne savez pas, voilà, quand est-ce que, voilà, vous allez vous en sortir. C'est difficile et c'est en tout cas, merci beaucoup à toi. Je te merci. remercie infiniment et C'est c'était super et comme on l'a dit, hein, on va continuer à échanger. Je pense qu'en tout cas, on va travailler ensemble. Moi, comme je disais à docteur Bano, je suis sur un projet et je voulais vraiment, voilà, trouver des personnes comme toi qui connaissent bien ces questions et voir comment on va unir nos efforts pour avoir beaucoup plus d'impact, quoi. Et en tout cas, bon séjour en France et, OK, et merci bon retour beaucoup. aussi. Je pense que tu vas rentrer bientôt en Guinée. Ah oui, ah oui. Et n'hésite pas, à aucun moment, je suis à toi pour tout besoin Absolument. lié Trop- aux questions de recherche. Je ne fais que ça, je ne vis que de ça. D'accord, d'accord. On Bon, va rester en contact. Merci bon. d'avoir écouté cet épisode 14 de On Trajecto Podcast. Merci à Dr Mamadou Sunusi Diallo pour ses explications très claires sur une réalité qui est très complexe. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer. Inch'Allah, à très bientôt pour un nouvel épisode de On Trajecto Podcast.